tiens à remercier vivement l'association des pédiatres d'El Jadida du Kala de m'avoir invité à cette 6e journée. Je remercie Monsieur le Président Rachel et je remercie infiniment le comité d'organisation et le comité scientifique pour leur effort et pour le choix des thèmes pertinents et variés. Donc nous avons avec nous M. le professeur Etri, qui est un éminent neuropédiatre. Il était le chef de service de la pédiatrie 3. Il a travaillé beaucoup sur l'épilepsie et sur les leucodystrophie. Il était chef de service de pédiatrie 3 et depuis 2014, il s'est installé dans le milieu libéral. Il va nous traiter une question qui est très pertinente, qui est de la pédiatrie quotidienne. C'est que faire devant un enfant qui convulse. Monsieur Etri, vous avez la parole. Vous avez 30 minutes. Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je remercie à mon tour l'association des pédiatres d'El Jadida et du Kala de m'avoir invité et qui m'ont honoré. J'ai eu le grand plaisir d'ailleurs de répondre à cette demande, surtout qui émane d'un collègue que j'ai une collaboration assez importante concernant ces malades, c'est le Dr Dehlan, comme aussi pour tous les collègues et les amis ici présents. Je remercie surtout M. Dourachad, le président, qui me rappelle les années 80, mais vraiment c'est les années d'or. Vraiment on ne trouve pas de, comment dirais-je, de galon, c'est-à-dire il n'y a pas de le chef et l'interne, l'assistant et le spécialiste. Vraiment, on a travaillé vraiment facilement et paisiblement. Le sujet qui m'a été demandé de traiter aujourd'hui, que faire devant un enfant qui convulse? C'est vrai que la convulsion est une manifestation clinique anormale qui est un motif de consultation fréquente d'urgence pédiatrique correspondant à une décharge hypersynchrone d'une population neuronale plus ou moins étendue et qui peut être occasionnelle ou faisant partie d'une épilepsie. En fait, la prise en charge initiale doit être immédiate. Heureusement, en général, situation banale nécessitant un diagnostic précis. Durant cette présentation, nous discuterons ensemble le bilan à demander chez cet enfant qui convulse et surtout l'indication et le choix du traitement. Oui, chez l'enfant, il y a des convulsions, surtout les plus fréquentes, c'est des convulsions occasionnelles. Ailleurs, cette convulsion peut survenir chez un enfant épileptique. Après, comment dirais-je, l'état de mal convulsif nécessite une prise en charge urgente. Mais après avoir éliminé ce qui n'est pas convulsion, à savoir, chez le nouveau-né, trémulation, myoclonie du sommeil, hyperplexia, les spasmes de sanglots, malaise cardiaque, malaise qui peut être en rapport avec un reflux gastro-œsophagien. Chez le petit enfant, c'est l'âge des terreurs nocturnes. Chez le grand enfant, migraine, pseudocrise, lipothymie, syncope. Et surtout, on peut avoir une hystérie qui peut être associée. Il faut rechercher une épilepsie absence. Surtout, c'est la fille. Et donc, surtout cette fille où il y a des problèmes familiaux, etc., l'hystérie, etc. Mais quand même, faites votre interrogatoire, voir est-ce qu'il n'a pas des pertes brèves de connaissances.
La description, donc après avoir éliminé ce qui n'est pas convulsion, il y a lieu de décrire les crises convulsives nécessitant une vidéo. Et c'est très important de le demander aux parents. Chez le nouveau-né, c'est surtout des crises multifocales de secousse clonique, voire crise tonique, d'hémioclonie massive. Chez le nourrisson et le petit enfant, c'est surtout des crises cloniques généralisées ou localisées. Ailleurs, c'est des crises myocloniques partielles, secondairement généralisées. Et surtout chez le nourrisson, c'est le problème de spasme en flexion. Chez le grand enfant, en général, c'est les crises tonico-cloniques, myocloniques rarement, mais surtout, une entité assez particulière, c'est la survenue de crises multiples diverses, voire même état de mal épileptique. C'est le cas, par exemple, de syndrome de Lennox et Gastaut. Là, c'est un enfant, c'est seulement pour illustrer les crises myocloniques. Ce sont des enfants qui sont considérés comme des maladroits. Ils jettent les objets, etc. Là, c'est la crise que vous connaissez tous très bien. Voilà, ça, c'est le stade de clonie. Puis va suivre la phase clonique, la phase tonique, excusez-moi. Donc là, la phase clonique, puis celle-là, c'est la phase tonique. Là, c'est une entité que vous connaissez très bien, le Dravet jacksonienne. Jadis, on parle de Dravet jacksonienne, c'est une crise motrice partielle intéressant le membre inférieur gauche. Voilà, pas de perte de connaissance, cet enfant est lucide. Voilà. Chez ce petit enfant, ça c'est une crise tonique, avec perte de connaissance brève. Là, je prie ceux qui sont sensibles de se préparer. Là, c'est une crise atonique. Cette crise atonique, s'il est associé à des absences atypiques, s'il est associé à des crises toniques, tonico-cloniques, avec régression psychomotrice, c'est le syndrome de Lennox et Gastaut. Là, c'est encore une crise assez particulière, avec, ça va démarrer, alors, déjà, on a démarrage de la crise sur le G. Là, c'est la phase adversive qui serait suivie d'une phase clonique, myoclonique, partielle, puis secondairement généralisée. Là, c'est une entité épileptique bien connue des pédiatres, que j'ai pu enregistrer au service, spasme en flexion. Après avoir avec des bouffées de pointe, pointe-onde généralisée à début brusque et enfin brusque. Alors là, pour un peu détendre l'atmosphère, je dirais que vous voyez que cette infirmière montre des clés, c'est seulement pour apprécier l'absence, la perte brève de connaissance. Alors que chez nous, comme vous savez, les clés, c'est pour chasser les genoux, etc. Bon, alors c'est pas la même chose. Alors, après avoir éliminé ce qui n'est pas convulsion, après avoir décrit les crises convulsives, il y a lieu d'en rechercher l'étiologie et parallèlement commencer la prise en charge initiale. Bien, cela est dû à l'anamnèse qui va nous aider à décrire ces crises, à voir
son mode de début, la durée, les circonstances de survenue, les facteurs déclenchants, et puis l'examen va nous permettre surtout d'apprécier l'existence ou pas de signes de gravité hémodynamique, respiratoire, des signes de méningite, méningo-encéphalite, combien il est grave, surtout chez le nouveau-né, quand on a une méningo-encéphalite herpétique avec mortalité jusqu'à 25%. L'examen nous montrera est-ce qu'il n'y a pas un déficit moteur post-critique, et l'attention, s'il est systématique, il devrait l'être chez le petit et le grand enfant devant le fait d'ématurer, donc les GNA hypertensives, devant un œdème cérébral, et puis c'est les convulsions. L'état de la peau est tout aussi important à préciser. Là, c'est un nourrisson, c'est un enfant, là, de 3 ans, que j'ai pu voir, qui présente un angiome facial bilatéral dans le cadre de la maladie de Sturge-Weber. Là, c'est 2 patients. Là, on a la tache achromique, sclérose tubereuse de Bourneville. Ça, c'est un enfant que j'avais suivi quand il était nourrisson. Il avait une état, excusez, de la qualité des photos. Et là, quand il est devenu adolescent, avec les taches de Körnig, donc les granulations de Körnig qui peuvent être prises pour acné. Qu'est-ce qu'on peut demander comme examen complémentaire chez cet enfant qui convulse? Bien sûr, un bilan hydroélectrolytique, natrémique, calcémie, glycémique et un bilan infectieux, à savoir l'hémoculture, l'examen cytobac, CRP, l'APL, et surtout avec étude du LCR, sérologie virale, l'herpès, attention. Et puis, en fonction de l'examen clinique, nous demanderons le bilan de maladies neurométaboliques et rechercher éventuellement des anomalies chromosomiques. Alors, une question aussi importante pour le pédiatre, c'est de savoir quand est-ce qu'on va réaliser, Monsieur Xier, l'IRM et TDM. Je ne parlerai pas devant vous concernant l'imagerie, mais surtout pas. Avec tous mes respects, Monsieur Xier. Alors, le pédiatre, recevant cet enfant qui convulse, il va demander aux urgences le plus souvent une TDM. Mais surtout, l'ETF devrait être demandé avant l'âge de 1 an. Et puis, l'IRM va être demandé en cas d'antécédent neurologique, en cas de dysmorphie faciale, en cas de signes neurologiques focalisés, en cas de convulsions persistantes. Quand on a la notion de traumatisme crânien, les anomalies cutanées, modifications récentes de développement psychomoteur, la notion d'antécédent néoplasique et surtout un enfant qui est sous traitement anticoagulant et suivi pour maladie hémorragique. Alors, à gauche, donc là c'est TDM, à gauche nous avons un angiome leptoméningé au niveau de l'hémisphère droit chez un enfant présentant maladie du Sturge-Weber. Excusez-moi, c'est à droite maintenant. À droite, là vous avez ce que l'on appelle les tubaires. Donc, et puis des calcifications sous-épandymères dans le cadre de sclérose tubereuse de Bourneville. Une autre question, un autre examen clinique étant l'EEG, quand est-ce le demander? Il est indispensable, c'est vrai, mais en dehors de crises convulsives simples, il ne faut pas le demander, mais quand on le demande, c'est un tracé du sommeil avant l'âge de 4 ans, vidéo EEG en cas de doute pour éliminer ce qui n'est pas convulsif, donc les phénomènes paroxystiques non épileptiques. Quand il est fait, il va nous permettre de repérer des anomalies focalisées,
d'identifier un syndrome épileptique, d'orienter la cause dans notre contexte, le bilan neurologique, neurométabolique à la recherche d'une maladie métabolique héréditaire est assez onéreux pour la majorité des Marocains. C'est ainsi qu'on voudrait développer, si on trouve des signes qui peuvent orienter vers telle ou telle maladie, comme ça, notre demande de maladie métabolique héréditaire est bien ciblée et donc moins de frais pour les parents. Aussi, cette EEG peut évaluer le risque de récidive et apprécier surtout la réponse thérapeutique. Alors, quelles seraient les étiologies les principales? Chez le nouveau-né, anoxo-ischémie, accident vasculaire cérébral, méningite, méningoencéphalite, les métaboliques hydroélectrolytiques, hypoglycémie, calcémie, mais surtout attention aux maladies neurométaboliques héréditaires, et puis traumatismes obstétricaux. Chez le nourrisson, là, c'est toujours, ça ne change pas. Soit il convulse et il est fébrile, soit il convulse et il est apéritique. Et surtout dans le cadre, bien sûr, toujours les convulsions occasionnelles. Convulsions fébriles, jadis rappelées comme étant des convulsions hyperpéritiques, donc en dehors de signes d'infection et surtout survenant chez un nourrisson de 3 mois jusqu'à l'âge de 5 ans. Les convulsions fébriles simples se voient dans 60 à 70%. Sans antécédent neurologique, mais surtout, c'est unique, surtout survenant de façon bilatérale, symétrique et courte, moins de 10 minutes. Les crises convulsives complexes, c'est surtout à l'occasion, quand on a la notion d'antécédent neurologique, et surtout, ils s'expriment par un déficit post-critique, ils sont répétés, unilatérales, prolongés au-delà de 10 minutes. Et surtout, ce sont des crises qui surviennent avant l'âge de 1 an. Alors, les parents vont vous poser une question, 3 questions, à savoir, mon enfant récidivera? 2, est-ce qu'il y aurait un retentissement cognitif? Et de 3, mon enfant serait-il épileptique? À cette première question, je dirais que le risque de récidive n'existe jamais dans 60 à 70% des cas, et donc c'est pour ça que c'est une manifestation bénigne le plus souvent. Ailleurs, il faut qu'on recherche les facteurs de risque. Quand cette crise convulsive survient avant l'âge de 1 an, antécédent familial de convulsion ou d'épilepsie familiale, quand cette convulsion survient à une température peu élevée, quand il est complexe, et surtout aussi quand on a des antécédents pré-périnataux avec des anomalies neurodéveloppementales. Et nous avons d'ailleurs hier assisté à l'exposé de Madame Hajish. Le retard mental, heureusement rare, mais il ne se voit que le plus souvent dans le cas d'état de mal convulsif fébrile qui n'a pas été pris à temps. Le risque ultérieur d'épilepsie se voit dans les crises complexes, en cas de retard psychomoteur et surtout quand on a des anomalies neurologiques préexistantes. Les épilepsies peuvent débuter par une crise convulsive. C'est le cas d'épilepsie généralisée à crise convulsive, à convulsion fébrile plus. Alors là, c'est découvert depuis plus de 20 ans. Cette entité, ce sont des convulsions fébriles survenant chez un enfant au-delà de 5 ans, avec un substratum, bien sûr, génétique bien précis. Le syndrome de Dravet est très important à étiqueter et de faire le diagnostic, car un diagnostic précoce est le garant d'une bonne prise en charge et un traitement bien précis. Le syndrome de Dravet, il associe des convulsions fébriles, voire convulsions apéritiques,
survenant avant l'âge de 1 an, et au-delà de 1 an, on peut avoir le retentissement cognitif, excusez-moi, et à ce moment-là, c'est la biologie moléculaire qui fera le diagnostic. Syndrome HHE, bien connu des pédiatres, et puis la sclérose, la lésion sclérose mésio-temporale qui a coulé de l'encre en disant est-ce que c'est une lésion qui existe avant la crise convulsive, et à ce moment-là c'est congénital, ou encore et surtout c'est à la suite de crise convulsive fébrile itérative donnant cette lésion. Bon, les infections du système nerveux, donc c'est l'une des étiologies des convulsions fébriles du nourrisson. Les convulsions apéritiques sans signe neurologique à l'occasion d'anomalies métaboliques hydroélectrolytiques, hypoglycémie, hypocalcémie, trouble de la latrémie, la calcémie, etc. Et puis les signes neurologiques, surtout à l'occasion de traumatismes crâniens, neuroectodermose, la sclérose tubereuse de Bourneville, et puis les tumeurs cérébrales rarement. Alors pour les étiologies chez l'enfant, vous connaissez un peu toutes les étiologies, et j'arrive à l'épilepsie. Nous avons vu les crises convulsives occasionnelles, maintenant les épilepsies. Alors pour les épilepsies à gauche, partielles, généralisées à droite, sans cause ou héréditaires, surtout idiopathiques, et puis les symptomatiques. En fonction de l'âge, c'est très important. Tout ce qui est bleu, ce sont des types, des syndromes épileptiques de bonne évolution. Tout ce qui est rouge, c'est vraiment d'évolution défavorable, de mauvais pronostics avec retentissement cognitif. Alors, qu'est-ce qu'il en est du traitement? Si convulsion dépassant 3 minutes, valium intrarectal ou perlingual, vous connaissez le Bucolam ou Hypnovel, à la dose de 2,5 mg chez un enfant de moins de 1 an, chez le nourrisson, de 5 mg entre 1 et 5 ans, 7,5, 5 à 10 ans, et au-delà de 10 ans, c'est 10 mg. C'est bon? Je peux vous passer moi. Alors pour le traitement de l'état de mal épileptique, c'est seulement pour être brève, c'est surtout hospitalisation en réanimation, pour la mise en condition, position latérale de sécurité, libération des voies aériennes, contrôle thermique, hémodynamique et respiratoire, et surtout le traitement symptomatique de cette crise anti-épileptique, donc traitement anti-épileptique. On va prescrire du Valium, on renouvelle 10 minutes plus tard. Si ça ne répond pas, on démarre. Je vais un peu mettre le traitement dans le contexte marocain, à savoir qu'on passe directement au Gardénal. Il y a lieu de commencer par le Rivotril à la dose de 1/10 mg/kg en perfusion continue, mais chez nous, on passe directement au Gardénal à la dose de 15 à 20 mg/kg en perfusion lente, et on peut reprendre 12 heures plus tard jusqu'à extinction de l'état de mal. Ailleurs, pour le prodilantin, les pédiatres ne le prescrivent pas le plus souvent, car retentissement cardiaque. Ailleurs, s'il ne répond pas au Gardénal, bien sûr, on va passer aux anesthésiques sous respiration artificielle assistée. Alors, c'est seulement pour citer certains traitements antiépileptiques, les anciens, valproate, carbamazépine, phénobarbital, le clobazam, et puis les autres antiépileptiques, l'amotrégine, surtout le Sabril pour le syndrome d'Ouest, topiramate et stiripentol pour le syndrome de Dravet. Levetiracetam pour les épilepsies partielles. Je ne vais pas m'allonger sur ça parce que ça nécessite tout un exposé. Les autres traitements, à savoir la corticothérapie, la diète cétogène, stimulateur vagal
c'est le neurochirurgien, notre ami Achouri est là, la chirurgie de foyer épileptogène. Alors, l'indication de traitement antiépileptique nécessite un diagnostic précis. C'est le seul garant pour définir le spectre d'action de ce médicament après avoir identifié le syndrome épileptique. Quand doser antiépileptique, je vous avoue qu'il n'est pas de ma pratique courante. Je le vois de temps en temps. C'est pour identifier un surdosage en cas de polythérapie et surtout chez le nouveau-né nourrisson. Dans la médication, nous avons Hamzi, il connaît un petit peu il connaît la biodisponibilité des médicaments, ici ici présent, la biodisponibilité des médications qui est variable chez le nouveau-né et le nourrisson. C'est dire l'intérêt de doser aussi les antiépileptiques dans ce cas. Alors en pratique, convulsion fébrile terminée, il faut s'intéresser à l'examen clinique. Cet examen clinique étant normal, évaluation de risque de récidive, on trouve un syndrome méningé, on trouve des éléments en faveur indiquant une ponction lombaire, et puis, s'il est normal, on revient aux cases départ, évaluation du risque. Si, bien sûr, cette PL étant anormale, méningite, encéphalite ou méningoencéphalite, hospitaliser l'enfant, nécessitant exploration et traitement spécialisé. Quels sont les risques en cas de... Donc, chez cet enfant qui convulse, on va apprécier le risque de récidive. S'il est faible, il doit retourner à domicile. Pas d'exploration UG, pas de traitement. Valium intrarectal si récidive, attitude de lutte systématique contre la fièvre. Ce risque existe, il est assez important. Hospitaliser, faire un EEG de sieste. Si cet EEG étant normal, traitement antipyrétique systématique, bien sûr, il y a risque de récidive, traitement antiépileptique et traiter le foyer infectieux. Cet EEG a montré des anomalies, on fera une imagerie cérébrale. Si elle est normale, on revient à la case départ. S'il est anormal, donc hospitalisation, exploration et traitement spécialisé. Maintenant, la convulsion survient chez un enfant épileptique. Alors, l'état clinique étant normal, observation au service sport, et puis éventuellement évaluer les facteurs déclencheurs. Si cet examen n'est pas normal, donc c'est à hospitaliser jusqu'au retour de l'état normal. L'évaluation des facteurs déclenchants, ils sont présents, corriger la cause, poursuivre le traitement habituel et prévenir le médecin traitant, et puis retour à domicile. Il n'y a pas de facteur déclenchant. À ce moment-là, dosage plasmatique et EG de contrôle, dosage, est-ce qu'il est adapté ou pas? Si il est adapté, hospitaliser cet enfant avec consultation spécialisée et réévaluer l'épilepsie. S'ils ne sont pas adaptés, on va les adapter et puis consultation auprès du médecin traitant habituel. Pour conclure, je dirais que la convulsion est un symptôme assez fréquent chez l'enfant. Heureusement, le plus souvent situation bénigne, nécessitant un diagnostic précis car il est d'expression variable. Il discute aussi, il fait discuter l'indication d'un bilan bien précis et notamment l'imagerie cérébrale et nécessitant aussi l'état de mal convulsif nécessite une prise en charge urgente et faire un bilan à la recherche de la cause
c'est le seul garant d'avoir une bonne évolution. Et je vous remercie. Merci. Vous avez exercé 2 minutes de plus. Un premier épisode de convulsion fébrile. Bon, le plus souvent, on a un examen clinique qui est normal, un âge qui est bien déterminé, comme vous l'avez bien dit. Mais le plus souvent, le premier examen sur lequel on saute, c'est l'imagerie cérébrale. Oui. Avant même le EEG. Est-ce qu'on garde cette attitude? Parce qu'il est très difficile de rassurer les parents et de se rassurer soi-même en l'absence, c'est-à-dire pour être sûr qu'il n'y a pas de lésion neurologique, même si le contexte de fièvre est évident. Donc ça reste toujours une problématique dans l'attitude, dans l'immédiat. Le genou, les pédiatres, c'est vrai, c'est en second lieu, après l'imagerie, parce qu'on a accès plus à l'imagerie. Merci. Merci, c'est ça. D'autres questions? Oui, moi, je voudrais revenir sur l'intérêt de l'éco-TF dans le cadre du bilan de la convulsion chez le nourrisson. Je pense que l'intérêt, il est très limité. C'est quoi l'intérêt de l'éco-TF? Quand elle est normale, elle n'élimine pas un hématome sudéral, elle ne fait pas le diagnostic de contusion cérébrale, elle montre certes la ligne médiane, est-ce qu'elle est déviée ou pas. Donc l'intérêt, elle est limitée. Quoi qu'il arrive, quand elle est parlante, on passe à la TDM. Quand elle n'est pas parlante, on passe aussi à la TDM. Ça, c'est ma question. Et je voudrais faire une mise au point. Le Rivotril dans le traitement de l'état de mal convulsif, 0,1 mg par kilo, ce n'est pas en continu. La dose de charge sur 20 à 30 minutes. En continu, c'est 24 heures après. C'est ce qu'on appelle la dose d'entretien. Oui. Mais on n'a pas le Rivotril ici au Maroc. Mais devant un état de mal convulsif, c'est 0,1 mg par kilo sur 20 à 30 minutes. Oui, pas de problème. Et puis vous répétez si Mais jamais. les premières 24 heures, c'est sur une durée très courte. Tout à fait. Si devant un état de mal convulsif, si on donne le Rivotril 0,1 mg par kilo à la pompe sur 24 heures, Non, c'est pas sûr. notre enfant va continuer à convulser. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je réponds à ces 2 questions. Et puis, alors, pour professeur Aïtsab, je crois que j'ai fait un acte décisionnel bien explicite. C'est pas pour le dire, mais il a discuté de quelle serait l'indication de la TDM. C'est vrai, je reviens à l'examen clinique. C'est très important. Il ne faut pas qu'on soit ému comme les parents. Ben nous, on a, bien sûr, on a ce cœur, tous les pédiatres, ils ont le cœur pour ces petits-enfants, mais on a en plus la cervelle quand même. C'est-à-dire, je veux dire par là, c'est un enfant qui convulse. C'est passé. À ce moment-là, j'examine cet enfant. Il n'y a pas de signe, il n'y a pas de focalisation, il n'y a pas de notion de même épilepsie dans la famille, ça ne va pas indiquer la TDM. Vous voyez quoi? Donc là, je crois que c'est bien précis, il n'y a pas d'anomalie, donc on ne va pas faire d'imagerie cérébrale. L'imagerie cérébrale, surtout, c'est état de mal convulsif, édème cérébral. Même s'il n'y avait pas de lésion auparavant, l'édème cérébral peut survenir à l'occasion d'un état de mal convulsif. La question posée, est-ce que l'imagerie vient avant ou après le G? Moi, je suis tout à fait d'accord avec elle. Il faut d'abord le G pour différencier ce qui est idiopathique et non idiopathique. Non idiopathique, c'est l'imagerie. Et l'imagerie, je pense qu'il faut privilégier beaucoup plus l'IRM sur le scanner. Ou surtout le scanner moins C, vous avez mis moins C, donc sans contraste, c'est en général tout à fait normal. Pour le TF, c'est pas moins C, c'est TDM cérébral. J'ai fait moins C, je pense. Je pensais que sans contraste. Non, pas du tout. Voilà. Non, pas du tout. Alors pour le TF, vous avez mis la barre à un
Un an, c'est la fenêtre est réduite et on ne voit presque rien du tout. J'ai dit moins de 6 mois. D'accord. Moins de 6 mois, l'échographie peut être avec les techniques, enfin, le matériel actuel, etc. On peut voir pas mal de choses. Donc, ça peut, oui, mais surtout, elle a un rôle de rassurer qu'il n'y a pas d'anomalie morphologique au niveau du... Oui, concernant l'EG, faut-il le faire avant ou après? Ben, l'EG le plus souvent ne sera pas fait s'il n'y a pas d'épilepsie familiale, si ce n'est pas des crises convulsives itératives. Parce que pour les crises convulsives simples, on peut ne rien faire, sauf s'il est fébrile, bilan infectieux, etc. Votre bilan clinique va orienter vers le foyer infection, et puis c'est terminé. Il y a des facteurs de récidive à ce moment-là, on va y aller au bilan, à la recherche d'une étude. C'est très simple. Donc que ce soit l'EG, c'est surtout pour voir est-ce que c'est une épilepsie ou pas, ou bien c'est le début. Et c'est le début. Je donne exemple. Je vois un nourrisson qui présente des convulsions fébriles et apélytiques. Il faut l'EG. On ne va pas... Parce que j'ai dit que attention au syndrome de Dravet. Mais vraiment, j'ai des contacts avec des familles qui ont des enfants de syndrome de Dravet. C'est vraiment les anomalies neurodéveloppementales, le retentissement cognitif, c'est vraiment presque ingérable, mais il est géré par les pédopsychiatres, heureusement, parallèlement au traitement antiépileptique. Et le traitement antiépileptique, il faut aussi se demander à l'étranger, c'est le styripatol. Mais vraiment, c'est pas... Heureusement, le topiramate est là, au Maroc. Là, c'est seulement une information. Est-ce qu'il y a un intérêt de refaire les EEG répétés devant un cas épileptique contrôlé, bien contrôlé? Et est-ce que l'EEG est un critère pour arrêter le traitement? Oui. Alors, je vais vous donner ce qui se faisait, ce qui doit être fait. Alors, normalement, l'EEG, s'il est refait chez un enfant épileptique, c'est 6 mois après, 2 fois par an. 1, 2. Pourquoi? Parce qu'en général, entre nous, la durée du traitement antiépileptique, c'est aux environs de 6 mois à 2 ans. Et pourquoi ne pas donner la chance à cet enfant si le G est normal 6 mois plus tard? Ça, c'est la première. Et arrêter le traitement. Attends, je continue. Alors, des convulsions fébriles simples, répétitives. Donc l'attitude ancienne, c'est à partir de la deuxième crise, on débute un traitement. Je parle de l'attitude ancienne. Actuellement, crise simple, sans retentissement, sans examen normal, tout ça, on ne fait rien. Très bien. Mais moi je reviens, personnellement, donc j'arrive pas quand même donc à me détacher de l'attitude ancienne. Pourquoi? Parce qu'on a quand même un contexte marocain. Moi, si je parle ici, donc je travaille Jdida, je me projette sur quelqu'un qui a une Gharbia ou je sais pas, un patelin hyper perdu et qui a une crise à 1h du matin et qui ne pourra pas se déplacer. C'est quelqu'un qui ne va pas savoir comment ça va. Même moi-même, je ne saurais pas comment ça va évoluer. Donc, dans ce cas, rassurez-moi ou corrigez-moi dans ce domaine. Je parle du contexte. oui. Les crises convulsives simples, elles restent toujours simples et d'évolution favorable. Mais vous devez rechercher les facteurs de récidive. Parce que si l'examen est toujours normal, bon, ça va s'arrêter, mais je serai, comme je le dis aux parents, j'aimerais pas être à votre place quand cet enfant convulse vers
3 heures du matin ou 1 heure du matin et vous cherchez le moyen de transport pour. Donc c'est une attitude correcte de démarrer, traitement d'entretien et 6 mois. Et puis vous pouvez arrêter. Mais s'il y a la notion d'épilepsie familiale, s'il y a des signes de troubles neurodéveloppementaux, ben déjà les TED sont un facteur de complication, d'aggravation même de l'épilepsie. Et donc ça interfère dans l'évolution de... Est-ce que ce traitement, ça prévient la récidive? Pardon? Est-ce que ce traitement, ça prévient la récidive? Est-ce qu'il est réellement efficace? Oui. Alors, est-ce qu'il est réellement efficace? Je dirais, en dehors de traitements médicamenteux, il y a ce que j'appelle, moi, les mesures d'hygiène de vie. À savoir... Pendant 1 minute. D'accord? À savoir... La seconde. Un bon sommeil, il faut qu'il évite les stimulants, les excitants, je veux dire, thé, café, coca, vous savez, là, mais surtout qu'on est tous des Marocains, on aime le thé, et puis puisqu'on aime le thé, on aime nos enfants, on va les gaver par du thé, des choses qui ne servent à rien, voire même entraîner des animaux. Donc c'est très important pour dire, est-ce qu'elle va arrêter ou elle ne va pas arrêter? Je vais vous répondre d'une autre façon en vous disant, est-ce que dans une épilepsie sévère, quand on donne un traitement, est-ce qu'on attend l'extinction de ces crises? Non. On attend qu'il y ait une diminution du nombre des crises, qu'il y ait une disparition des états de mal convulsifs, et pourquoi pas 600 itératifs ces crises convulsives fébriles. Je vais essayer, moi, le valproate, ça ne serait que pour arrêter si jamais il est là. Monsieur Alfred, merci beaucoup. Donc, on donne tout de suite la place aux anomalies dentaires chez l'enfant. Merci. Qui vont être présentées par le professeur Mossouna.